Salut, il y a des voyages où presque tout se passe mal, mais peut-être que cela les rend les plus mémorables. Nous allons donc vers les endroits les moins visités d'Islande. En chemin, nous apprendrons pourquoi, dans un pays où les athées sont majoritaires, il y a tant d'églises. Y a-t-il une façon de négocier avec la police locale et les baleines locales? Et bien sûr, nous admirerons à nouveau les paysages hors du commun de cette île blanche. Pour commencer, je vais ajouter un peu de contexte. Ce voyage a eu lieu il y a 1 an. Au début, nous avons parcouru l'île en grand groupe d'amis dans des camping-cars sur la célèbre route périphérique numéro 1. C'était un voyage incroyablement intense, au cours duquel l'Islande nous a peut-être montré tous ses trésors naturels. Il y a un film séparé à ce sujet. Puis tout le monde est rentré à la maison, et Boris et moi sommes restés encore 1 semaine et avons organisé un petit transport. C'était la fin de cette histoire. Comme dans le film précédent sur l'Islande, commençons par présenter l'un des personnages principaux de ce voyage. Nous avons donc un Hilux d'environ 2020, un puissant pick-up qui consomme beaucoup de diesel. Plus d'informations là-dessus plus tard. Il a un système de traction intégrale et d'autres fonctionnalités intéressantes. Notre Toyota dispose d'une fonction qui permet de maintenir la distance avec le véhicule qui précède. Dans le cas de l'Islande, je pense que cette fonction est aussi utile que les clignotants d'une BMW, mais la fonction la plus importante est celle qui se cache derrière. Il s'agit d'une caravane spéciale pour pick-up pouvant accueillir 2 familles ou 2 jeunes en bonne forme physique comme nous. Nous parlerons plus loin de son confort dans la pratique. Elle dispose d'une petite réserve d'eau et de gaz, d'une cuisinière, d'un petit réfrigérateur et de tous les ustensiles nécessaires pour cuisiner. Dans le monde des camping-cars, c'est un compromis idéal entre une tente sur le toit et un tel char. Et peut-être son principal inconvénient est-il que l'espace de stockage est très limité ici. Donc une grande valise ne sera pas utile ici. Et le fait que le prix de location de ce type de jouet en saison est très élevé. Nous les avons loués chez Europcar et avons eu la chance que ce soit la fin de la saison touristique et que Boria prenne régulièrement leur camping-car pour ses excursions. C'est pourquoi ils nous ont donné une très bonne réduction, ont vérifié que tout fonctionnait comme il se doit et nous ont laissé partir. L'ancien propriétaire a laissé la langue allemande derrière lui. Quelles sont les options disponibles? Oups, erreur, wow. Beide tens. Quelle surprise! On peut y aller. Alors, allons-y. C'est une assez grande péninsule, un peu plus petite que la Crimée. Elle est couverte de fjords, d'où son nom. En raison de son éloignement des principales routes touristiques, elle est d'une part la région la moins visitée par les touristes et d'autre part une partie peu peuplée de l'Islande. À première vue, les fjords de l'Ouest ne semblent pas plus pittoresques que la partie principale de l'Islande. Mais ce qui les distingue, c'est la faible affluence. Si nous voyons toujours d'autres voitures sur le périphérique, ici nous les rencontrons environ 1 fois toutes les 10 minutes. Et ce n'est pas surprenant, car il n'y a que 7000 personnes vivant sur toute la péninsule. Et voici à quoi ressemblent, par exemple, les zones résidentielles les plus densément peuplées. Cependant, dans la plupart des cas, les fjords occidentaux sont un paradis pour les introvertis. Chacun vit ici de manière très individuelle, et voici la distance entre les maisons voisines. En même temps, il existe toute l'infrastructure nécessaire pour un si grand nombre d'habitants et de touristes. Il y a des magasins, des campings équipés, de petites stations-service en libre-service et même leur propre petit aéroport que j'ai remarqué complètement par hasard lorsque j'ai lancé le drone et que je me suis dirigé vers lui. Et bien sûr, les routes qui relient tout cela. Parfois, elles sont asphaltées, parfois en gravier et parfois très ondulées. Cette région rappelle les fjords et est rocheuse. En bref, les fjords de l'Ouest sont un endroit assez rude.
Les paysages qui m'entourent et l'impression de conduire me rappellent la Norvège à certains égards. Un petit fait pour mieux comprendre l'Islande. 7000 personnes vivent dans les fjords de l'Ouest. Ils ont construit un tunnel de 5,5 km à travers la montagne pour faciliter l'accès. Fantastique! Cependant, pour les pays scandinaves, ce n'est toujours pas une fantaisie. La mission de l'État est d'assurer aux citoyens les meilleures conditions possibles pour les impôts qu'ils paient. En Islande, l'impôt est également progressif et atteint 46%. Pendant ce temps, nous avons le premier arrêt près d'une découverte soudaine sur la route. Cette épave de navire montre bien le manque de tourisme dans les fjords de l'Ouest. Donc, tu conduis tranquillement le long de la route et il est juste là, sur la plage, sans aucun panneau, aucune indication sur la carte, juste avec un petit panneau qui dit que c'est le plus vieux navire en acier de toute l'Islande. Ici, il y a une petite table et c'est à peu près tout. Je pense que dans une autre partie du pays, cela aurait reçu plus d'attention. Ce bateau a eu une vie assez mouvementée. Il a été construit en Norvège en 1912. Ensuite, il a été vendu à différents pays jusqu'à ce qu'il soit acheté par des baleiniers islandais dans les années 50. Elle a travaillé ici consciencieusement pendant des années, naviguant à travers les fjords, brisant la glace sur les eaux d'Islande si nécessaire. Jusqu'aux années 70, lorsque les réglementations sur la chasse à la baleine sont devenues plus strictes et le bateau est devenu à peine rentable. En 81, il a été condamné et laissé sur le rivage pour rouiller et se détériorer, rappelant que la nature l'emporte toujours sur le temps. C'était notre plus longue pause de la journée, car le reste du temps, nous l'avons passé sur la route. Plus on s'enfonce dans la péninsule, plus les routes sont difficiles, mais plus les paysages sont beaux. La fin de ce premier jour était très symbolique. Un beau coucher de soleil dans la partie ouest des fjords occidentaux. Bien sûr, capturer un coucher de soleil aussi parfait le premier jour est une excellente introduction à un nouvel endroit. D'ailleurs, il y a même des voitures au camping parce que les fjords de l'Ouest ne sont pas aussi vides qu'on pourrait le croire. Et maintenant, trouvons rapidement un dîner et une prise pour nous recharger. Et demain matin, je te montrerai cet endroit où nous avons voyagé si longtemps. En plus de vivre notre premier coucher de soleil sur les fjords de l'Ouest, c'était aussi notre première nuit passée dans notre monstrueux Jeep de camping. C'est comme si on peut vivre. Deux gars mesurant plus d'1,90 m, tu peux même te lever brusquement. Globalement, comme dans un camping-car typique. La hauteur intérieure a dépassé nos attentes. L'ergonomie des espaces est bien pensée. La zone centrale se transforme facilement en salle à manger ou en espace de travail, et en quelques gestes simples, elle devient un lit confortable d'une place et demie. À l'intérieur, il y a le chauffage électrique, mais sa source est située à l'arrière du camping-car. Ainsi, ceux qui dorment sur le lit inférieur peuvent dormir sans chemise, tandis que ceux qui dorment sur le lit supérieur devraient porter des vêtements thermiques, ce qui serait en fait assez confortable. La plupart des plages islandaises sont soit noires de poussière volcanique, soit rocheuses. Les plages de sable traditionnelles sont rares. C'est probablement la plus célèbre et la plus belle d'entre elles, la plage de Randasandur. Le nom se compose de deux parties. Rodar signifie rouge et Sandur signifie sable.
À notre avis, c'est une plage de sable rouge, car il n'y a pas eu d'activité volcanique dans les fjords de l'Ouest depuis longtemps. Par conséquent, la cendre noire ne recouvre plus les plages depuis longtemps. Ici, il y a en fait des sables traditionnels. C'est comme une franchise africaine inattendue du désert qui contraste de manière pittoresque avec la verdure des montagnes schisteuses et le turquoise de l'océan Atlantique. Nous ne sommes pas venus ici avec un téléobjectif pour espionner d'autres touristes au hasard. Le fait est que les phoques se reposent généralement sur cette rive pendant la marée basse et en assez grand nombre. Mais en marchant le long de la rive pendant quelques kilomètres, nous n'avons rien vu et, pour ainsi dire, nous sommes retournés au camping sans prise photographique vivante. Mais même sans cela, l'endroit est incroyable. Continuons. De la plage à notre prochaine destination, il y a environ 50 km, ce qui peut prendre quelques heures en voiture ou en grand camping-car, mais cela en vaudra certainement la peine. Le point le plus à l'ouest de l'Islande se trouve dans les fjords de l'ouest. Il s'appelle l'Atrabjarg, ce qui signifie en traduction libre « très épique rocher ». L'emplacement répond parfaitement aux attentes du bout islandais. C'est la falaise la plus esthétique sur l'abîme de l'Atlantique. Ce sont les roches les plus occidentales et les plus anciennes. C'est à ces endroits que les premiers morceaux de l'Islande ont émergé autrefois de l'activité volcanique. Mais maintenant, comme je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas eu d'activité volcanique ici depuis longtemps, et à la place, il y a beaucoup d'activités d'oiseaux. Ces falaises sont l'un des plus grands et plus célèbres sites d'observation des oiseaux au monde. Et ici, on peut rencontrer divers oiseaux intéressants, en particulier les célèbres macareux qui sont l'un des symboles de l'Islande. Mais en automne, eux et presque tous les autres oiseaux avaient déjà migré ailleurs, et à leur place, il n'y avait que des mouettes ici. Concernant les phoques, on peut dire que c'est un deuxième échec avec le monde de la faune islandaise. Mais même sans les oiseaux, l'Atrabjarg est l'endroit le plus spectaculaire, et cela valait vraiment la peine de faire un court voyage et une promenade ici. Nous étions prêts à aller directement au troisième miracle naturel des fjords de l'Ouest. Cependant, nous n'avons pas été très loin, car une autre découverte technologique inattendue nous a arrêtés. Donc, nous roulions sans rien suspecter, et là, sur le bord de la route dans un village, il y avait exactement le même décès 3 Américains que sur la célèbre plage noire du continent. Tout d'abord, le continent d'Islande n'existe pas. Et si le DC-3 sur Black Beach était le résultat d'un accident d'avion, alors ce vol 191 était autrefois utilisé par l'armée américaine dans sa base islandaise. Ensuite, à la fin des années 70, il a été déclassé et un passionné local l'a amené ici d'une manière ou d'une autre pour son petit musée de machines anciennes. À l'intérieur du hangar, il y avait également un biplan AN-2 assez rare et assez ancien, mais il était fermé. Alors nous nous sommes concentrés sur ce que nous avons trouvé à l'extérieur. Le Douglas DC-3 a été développé en Amérique en 1930 et était le premier avion commercial réussi de l'histoire qui a été transformé à des fins militaires pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ces copies ont été produites sous licence dans le monde entier, notamment en URSS. Il était connu sous le nom de Li-2. On peut voir toute la coque et accéder à l'intérieur par le bas à travers une ouverture. Comme ça. Tout est bien mieux ici que sur la plage. Il y a presque tout là-bas. Cockpit. Maintenant, je dois y aller. La popularité et l'impact du DC-3 sont inestimables. Les pilotes de l'époque n'étaient pas impressionnés par le confort et le côté futuriste de cet avion. Malgré près de 100 ans, le DC-3 continue d'être modernisé dans certains endroits et est utilisé pour de petits vols régionaux et des spectacles aériens dans le monde entier. En bref, c'était un pur hasard que nous sommes tombés sur une véritable légende de l'aviation. Chef, on peut continuer? La route que nous empruntons autour des fjords de l'Ouest est communément appelée la rocade numéro 2. Par conséquent, la numéro 1 est celle qui fait le tour de la partie principale de l'Islande. Et les distances ici sont parcourues bien plus longtemps que vous ne l'attendez. D'abord, parce que l'autoroute en asphalte se transforme souvent en un chemin de terre, et ensuite, bien sûr, parce qu'il faut parfois s'arrêter pour prendre une photo d'un autre rocher attrayant. En bref, il faut être prêt à ajouter quelques heures au temps prévu. Et nous n'avons atteint la principale attraction de cette péninsule qu'après la tombée de la nuit. C'est la cascade d'Injandi. Son nom n'est pas du tout islandais, mais elle est très belle d'une manière islandaise. Et bien que pour moi, personnellement, cela sonne un peu indien, Dinjandi est un mot totalement islandais signifiant tonnant. Et sur les cartes touristiques, il porte également le surnom de perle des fjords de l'Ouest, car il ne ressemble pas à quelque chose créé par des paysagistes. Au-dessus se trouve une rivière turquoise avec des rapides qui se divisent en ruisseaux et forment cette forme trapézoïdale. Puis tout cela coule en un ruisseau rapide vers le fjord le plus proche. Cela valait vraiment la peine de faire une promenade de 20 minutes jusqu'à sa base pour vraiment comprendre à quel point cette cascade est puissante, bruyante et impressionnante. Au fait, elle fait 100 mètres de haut. Dans le premier film sur l'Islande, si quelqu'un se souvient, j'avais une sorte de classement des cascades locales. Donc, si elle est complétée, Dinjandi se retrouvera probablement dans le top 3 des médaillés. Et cette liste, soit dit en passant, montre parfaitement à quel point son nom est étrange pour l'Islande. En général, c'est juste une magnifique cascade, mais bien sûr, il est préférable de venir ici pendant la journée. Telle est la conclusion. Alors, ce camping s'appelle Tungundalur. Ils aiment les noms bizarres, et c'était le plus confortable de tout le voyage en Islande. Nous avons pris un café le matin, préparé le petit déjeuner dans une cuisine normale et commencé à discuter de nos plans pour l'avenir. Peut-être ajouterons-nous un jour et chercherons-nous quelque chose de plus intéressant? Ou quitterons-nous le périphérique numéro 2 et quitterons-nous la péninsule? Le climat nous a aidés à résoudre ce problème. D'après les prévisions, nous avons déjà utilisé notre crédit pour un temps plus ou moins dégagé. Et il est bon que nous ayons pu voir 3 de ces principales attractions sous un ciel relativement clair. Et maintenant, nous avons un long chemin à parcourir dans les deux sens pour la deuxième partie du voyage. Nous nous sommes donc arrêtés dans la ville la plus proche pour acheter des collations pour le voyage. Je voudrais tout particulièrement mentionner ces amandes islandaises au caramel salé, très addictives. Et nous avons continué notre chemin sur une route tentante, vide et plate.
Boria s'est permis d'accélérer un peu jusqu'à ce que des lumières de police se mettent à clignoter dans son rétroviseur. Oups, bonjour. J'en ai marre. Moi aussi. On a roulé vite. On a roulé vite. La limite de vitesse sur ces routes est de 90 km/h et à un moment, nous roulions à 110. Le policier nous a gentiment expliqué cela et a également sorti gentiment le terminal pour nous donner un avertissement sévère pour la première fois. Peut-être une exonération fiscale à l'aéroport? Je ne sais pas. Ralentissez maintenant. Oui, bien sûr. Merci pour la leçon. D'accord, merci, au revoir. Au fait, de combien as-tu accéléré dans les fjords de l'Ouest? Pour 600 €. Pour 600 €, bon sang. Et c'était au taux de change de 2021. Eh bien, dépasser la vitesse en Islande coûte très cher. Un policier tous les nombreux kilomètres. Un policier pour plusieurs kilomètres. Il était probablement en pause. Il avait probablement des boissons énergétiques et des chaussettes dans la cabine. Et alors, on retourne sur le continent? Les fjords de l'Ouest ne nous sont pas favorables. Pas plus vite que 90 à l'heure. S'il te plaît, Boria, je t'en prie. Nous sommes donc partis plus lentement de la péninsule et au supermarché, nous avons découvert que ce n'était pas la fin de notre aventure financière. Et le café coûte 52 hryvnias. Je suis toujours sous le choc après cette amende. 600 €. Il a annulé 2 fois. Comment ça? Pour une contravention? Que veux-tu dire? Je me demande pourquoi il y a si peu de licenciements. 2 fois. Ouais. Aïe. Donc nous avons fait demi-tour, parcouru encore 100 km, trouvé ce policier, ce qui n'était pas difficile, et lui avons demandé de nous rendre ce qu'il avait pris. Et finalement, la conscience tranquille mais de mauvaise humeur, nous avons quitté les fjords de l'Ouest et sommes allés vers un autre fjord avant la tombée de la nuit, mais déjà sur la partie principale de l'île. Nous avons déménagé dans le nord de l'Islande, dans un petit village de pêcheurs appelé Höganäs. Seulement environ 100 personnes vivent ici et l'environnement est approprié. La pluie et la neige tombent du ciel et là-bas se trouve un drakkar viking. Mais cette ville est connue pour être le premier endroit dans tout le pays où les touristes ont été emmenés pour observer les baleines dans les fjords. En raison du fait que la ville se trouve très proche de leur habitat, les prix des excursions ici sont parmi les plus élevés que l'on puisse trouver en Islande. Nous avons payé 63 € par personne. Ils nous ont habillés dans de véritables combinaisons d'expédition, dans lesquelles il semblait possible de naviguer même vers l'Antarctique, et nous ont dirigés vers le pont. Nous avons réservé cette excursion quelques jours à l'avance car l'observation des baleines est l'une des attractions les plus populaires. Qui ne voudrait pas regarder les baleines? L'atmosphère était aussi nordique que possible. La température était d'environ 0 et en mer ouverte, il fait très froid. La pluie et la neige tombaient abondamment avec tous les problèmes qui en découlent. Il a déjà mouillé la caméra. J'ai une deuxième caméra dans un sac à pain pour qu'elle ne soit pas mouillée. Tout pour les baleines. 1 heure après le départ, quelqu'un est venu nous saluer. C'est une baleine à bosse, l'un des mammifères marins les plus connus, que l'on trouve dans presque tous les océans, car elles migrent sur de très longues distances. Elles le font non seulement pour se nourrir, mais aussi pour trouver les meilleures conditions de reproduction. En passant, dans ce contexte, elles sont également connues pour leur chant de séduction extraordinaire. Ces géants mesurent généralement environ 15 mètres de long, et voici à quoi ils ressemblent comparés à un Homo sapiens de taille moyenne.
Sans le savoir et en ne voyant qu'une partie de loin, quelqu'un peut ne pas se rendre compte de la taille gigantesque de la créature qui se trouve en dessous. En bref, lorsque vous voyez la queue d'une baleine, cela signifie qu'elle plonge sous l'eau et ressurgira à un endroit et un moment inconnus. Et maintenant, nous attendons ce moment. Et le capitaine sur le pont dit « Oh, nous connaissons déjà cette baleine, c'est Barney, il a des taches blanches sous la queue. » Eh bien, Barney, c'est Barney. Au fait, les bateaux n'effraient pas les baleines. Elles sont très intelligentes et ont compris il y a longtemps que personne ne chasse plus les baleines ici et qu'une coexistence avec les humains est tout à fait possible. La chasse aux photos a duré environ 3 heures. Et bien sûr, l'attente concernait le célèbre saut de la baleine à bosse. Mais moi non plus, je ne me dépêcherai pas de montrer ma tête à la surface par ce temps. Donc c'est le plus proche que nous avons vu. Et quand je suis revenu à la base, j'ai pensé que c'était l'échec animal islandais numéro 3, mais en réalité, tout n'est pas si mauvais. À quelle fréquence les vois-tu sauter ? Environ 1% de nos voyages seulement. D'accord, donc nous ne sommes pas du tout perdants. Non, il n'y a pas de perdant ici. Nous ne savons pas quand cela arrivera. C'est la nature, donc tout est comme une loterie. Au moins, nous avons gagné quelque chose. Bien sûr, on a rencontré une baleine merveilleuse qu'on appelle Barney, donc succès. Super, merci. Je ne peux pas dire que c'était un échec, mais ça aurait pu être un peu plus sec et un peu plus chaud. Et il s'est avéré qu'il pleuvait, nous nous sommes donc abrités sur le bateau, et c'était une partie d'une grande tempête qui couvre maintenant l'Islande comme un dôme. Donc, nous avons eu de la chance d'avoir déjà pris la mer. Nous nous sommes mis d'accord et avons déménagé quelques kilomètres vers un camping mieux équipé où nous avons passé le reste de la journée dans notre tanière. Faire une blague sur le temps islandais, surtout les vents, en étant assis sur une colline dans une voiture, ce n'est pas la meilleure idée. Ouh, je ne sais pas si cela se voit à la caméra, mais maintenant la remorque tangue comme un bateau lors d'une tempête. Voilà ce que sont les vents islandais. Hier, nous avons passé la moitié de la journée dans la caravane à attendre une amélioration du temps. Et le matin, le soleil nous a récompensés et il s'est avéré que c'est très beau ici. Regarde, d'un côté il y a des falaises assez raides et de l'autre, des montagnes enneigées. J'ai hâte que l'hiver arrive. Mais nous ne resterons pas ici longtemps, car tant que le temps le permet, nous devons continuer notre voyage. Notre objectif est donc les célèbres hauts plateaux islandais. C'est une grande région au centre de l'île, considérée à juste titre comme la plus pittoresque. Cependant, peu de touristes y vont, principalement parce qu'il n'y a pas de route asphaltée et qu'on ne peut y aller qu'avec des véhicules à 4 roues motrices. C'est même écrit sur les panneaux le long des routes dites F en gravier. Dès que nous y sommes entrés, il a de nouveau commencé à neiger et nous avons rencontré des chevaux islandais qui avaient un aspect très cinématographique. Et tout le reste autour, disons que ce n'est pas très cinématographique. Il neige et il pleut autour de nous. La température est tombée autour de 0, mais 3 choses nous maintiennent sur la bonne voie. Premièrement, les routes sont encore officiellement ouvertes. En Islande, elles sont traitées en conséquence et seraient fermées si cela devenait dangereux. Deuxièmement, selon les prévisions, un peu de soleil est attendu. Et troisièmement, nous pouvons toujours attendre dans notre caravane. Il n'y avait cependant rien à attendre, car littéralement dans une demi-heure, le soleil est sorti et nous avons commencé à avancer plus résolument vers les hauteurs.
Mais à quelques centaines de mètres de la fin, il s'est produit ce que nous redoutions le plus. Tout d'abord, nous n'avons pas vérifié si nous avions des chaînes pour les roues et personne ne s'attendait à ce qu'il neige jusqu'aux genoux. Je ne pensais pas que je ferais cela à la fin du mois de septembre. Nous sommes sortis assez facilement, mais nous avons décidé de ne pas prendre de risques et nous sommes redescendus. Il semble qu'il n'y ait pas eu de tempête en bas. Tout est propre, vert, et ces chevaux islandais pèsent encore, ce qui cette fois m'a semblé un peu malicieux. Nous partons d'ici les larmes aux yeux, parce qu'il y a de la neige en haut et comme l'a montré la pratique, beaucoup de neige. Mais en dessous, il n'y a que du vert émeraude. Cependant, nous n'avons pas l'intention d'arrêter d'essayer d'atteindre les sommets, mais pour cela, nous devons faire un petit détour. Les chemins vers les hauteurs commencent également dans le sud de l'Islande. Pour y arriver, nous devions retourner sur la route principale numéro 1 et nous avons fait un détour à travers la moitié du pays. Nous avons donc parcouru environ 500 km du nord au sud-ouest, puis vers le sud. Nous avons essayé de raccourcir un peu, mais la chance nous a de nouveau tourné le dos et nous sommes tombés sur une clôture avec le panneau « Route fermée ». Ce fut une très longue journée de véritable voyage et nous avons terminé de la manière la plus appropriée possible. Ce sont des piscines thermales municipales que l'on trouve dans presque chaque village islandais. Elles ne sont pas aussi extravagantes que leurs équivalents touristiques, mais leur principal avantage est qu'il y a beaucoup d'espace et qu'il n'est pas nécessaire de réserver à l'avance. L'eau thermale ici est exactement la même, et il y a même des piscines pour nager. Et c'est aussi très bon marché. Le tarif d'entrée n'est que d'environ 6 ou 7 euros par personne, et il semble que toute la population de la ville s'y attarde. Dans l'ensemble, c'est une chose très sympa à faire quand tu as passé toute la journée en voiture, de venir ici le soir pour te détendre un peu. L'Islande, comme un organisme vivant, se moque de nous. Nous sommes partis du nord vers le sud. Nous avons voyagé toute la journée à travers ce pays et le temps était encore plus beau. Nous sommes arrivés aux hauteurs du sud et c'est là que le vrai climat islandais a commencé. Les routes de ce côté-ci étaient bien meilleures. Nous nous sommes même arrêtés pour voir une autre cascade, à Ifoss. Mais je ne l'ajoute même pas à ma liste, car elle et tous les autres paysages autour étaient une mélancolie hivernale continue. Mais bien sûr, il a aussi ce charme scandinave nordique. D'après les photos que nous avons vues sur Instagram d'autres voyageurs, il y a une semaine, c'était encore vert et printanier. Et maintenant, nous avons l'impression de grimper du pied de la montagne à une station de ski. Cela n'arrive qu'en Islande à la fin septembre et à une altitude de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Nous avons passé encore quelques heures à rouler sur une route boueuse pour saisir une fenêtre météo et bien observer ses hauteurs. Cela a duré aussi longtemps jusqu'à ce que les gardes émergent du brouillard comme dans Fargo pour nous rencontrer. Ils ont expliqué que les routes menant en haut ne sont pas encore officiellement fermées, mais que c'est une question d'1 ou 2 jours, car cette année la neige est tombée plus tôt. Ils nous ont conseillé de faire demi-tour, car sortir les touristes perdus de la neige n'est pas leur activité préférée. Nous avons décidé de suivre leurs conseils et de nous éloigner le plus possible de cet endroit pour éviter de faire une plus grosse erreur. Cependant, cela ne signifie pas que je vous laisserai sans contenu des plateaux islandais. Cet automne, il y a eu exceptionnellement peu de neige, alors Boria lui-même a décidé de partir là-bas pour quelques jours dans ce SUV et de filmer un peu en même temps. Et maintenant, tout comme toi, je regarde ça à travers l'écran et j'espère qu'un jour dans le futur, je pourrai visiter cet endroit. Nous avons donc décidé de nous reposer toute la journée après nos aventures enneigées dans la capitale la plus septentrionale du monde. Reykjavik, généralement sombre et un peu humide, a laissé une impression très agréable et chaleureuse. Environ 2/3 de la population totale de l'Islande vivent dans la ville et ses environs. Cependant, en chiffres absolus, la population du comté est de seulement 130 000 et il n'est probablement pas pertinent de discuter ici de questions urbaines sérieuses. C'est pourquoi je suis allé rapidement visiter mes principales attractions touristiques. Tout d'abord, goûter à un shawarma local qui est préparé avec le célèbre agneau islandais, avec une marinade très étrange avec une touche de cannelle. C'était sans doute le shawarma le plus cher de ma vie. 325 hryvnias. Mais très délicieuse. Deuxièmement, regarde la principale structure architecturale locale. La construction de la magnifique église Hallgrímskirkja a pris plus de 40 ans, de 1945 à 1986. Il s'avère que ce n'est pas seulement l'église principale, mais aussi le projet de construction principale et à long terme du pays. C'est le plus haut bâtiment de Reykjavik. Et il est surprenant que, malgré le fait que l'Islande a l'un des taux d'athée les plus élevés au monde, dans presque toutes les villes, l'église protestante soit l'église la plus visible et la plus remarquable, et même le bâtiment autour d'elle. Au total, l'île compte environ 350 églises de styles variés, et celle qui m'a le plus marqué était cette église avant-gardiste qui ressemblait davantage à un centre d'art contemporain dans la ville nordique de Blönduós. Nous sommes passés devant lui pendant notre séjour en Islande. Nous l'avons dépassé 3 fois, et une fois j'ai même vu une aurore boréale au-dessus de lui. Comme on dit, qu'en pensez-vous les athées ? Le ratio est donc d'environ une église pour 1000 habitants, ce qui est plutôt beaucoup. La raison de ce montant est le fait qu'il y a un demi-siècle en Islande, il y avait des problèmes assez sérieux avec les routes. C'est pourquoi l'église luthérienne s'est efforcée de faciliter l'accès des fidèles aux églises et les a construites dans chaque coin. Par exemple, cette église élégante dans les fjords occidentaux, très isolée.
Et c'est une église sur la péninsule de Snæfellsnes, vers laquelle nous partons de Reykjavik. Il est situé entre la capitale et les fjords de l'Ouest et est un endroit idéal pour une excursion d'une journée. Il nous reste le dernier jour de location pour visiter cet endroit et recueillir quelques impressions de tout le voyage. Je vais commencer par notre déménagement. Comme je l'ai déjà mentionné, louer un tel char coûte une fortune. De plus, un pick-up avec une telle bosse consomme énormément. En 7 jours, nous avons parcouru environ 3000 km avec une consommation d'environ 15 litres de diesel au 100. Rien que pour le carburant, nous avons payé environ 750 € pour 2 personnes. En bref, ce n'est pas une option économique, mais elle offre une liberté et une flexibilité incroyables pour se déplacer en Islande. Parfois, cependant, une correction littérale du vent est nécessaire. Choléra. Vent. C'est carrément brutal. Ce jour-là, la brise de l'océan était si forte que la voiture a été emportée de la route. Pas besoin de lancer les drones. Tenir la caméra à la main était déjà assez problématique. Le temps, bien sûr, a joué un rôle important dans ce voyage, mais il fait partie intégrante de l'expérience dans ce pays. En général, la péninsule de Snæfellsnes est comme un modèle réduit de toute l'Islande. À gauche se trouvent des montagnes enneigées et des lacs, et à droite une belle plage volcanique. Il y a aussi ici le rocher le plus célèbre et probablement le plus souvent posté sur Instagram du pays, le soi-disant chapeau de sorcière, qui figure certainement parmi les meilleures images de Google si vous recherchez l'Islande. Ce qui est intéressant, c'est que sous cette montagne, mais de l'autre côté, se trouve l'une des 5 prisons islandaises. Il n'y a pas de clôture ni de barreaux, et à l'intérieur, il n'y a que 23 places. Cela donne un aperçu du taux de criminalité sur l'île. Là où il y a des clôtures et même du fil barbelé, c'est une propriété privée. En réalité, en Islande, il existe de nombreuses interdictions différentes sur les chemins que l'on peut emprunter, la végétation que l'on peut toucher, les routes sur lesquelles on peut conduire et les endroits où l'on peut dormir dans sa voiture. Peu importe à quel point il est autonome, le camping n'est autorisé que dans des campings spéciaux et les infractions entraînent des amendes sévères dont vous vous souvenez sont traitées de bonne foi. 600 putains d'euros. Mais en particulier grâce à ces restrictions strictes, la nature de l'Islande ressemble toujours à une collection de fonds d'écran d'ordinateur, même en dépit de l'afflux constant de touristes. Mais honnêtement, je ne voudrais probablement pas vivre ici en permanence. Parce que si de tels endroits deviennent votre quotidien, qu'est-ce qui pourrait alors vous surprendre ? Et enfin, je voudrais parler un peu du présent. L'Islande est devenue l'un de ces pays qui aident les Ukrainiens ayant fui à cause de la guerre. La limite était de 2000 personnes et au moment de la création de cette vidéo, soit le 22 décembre, seulement 1500 en ont bénéficié. J'ai parlé à plusieurs personnes qui ont déménagé en Islande et qui étaient tout simplement ravies de la façon dont elles ont été accueillies et du paquet d'aides sociales qu'elles ont reçues, ainsi que du fait que malgré un climat très froid, les Islandais leur ont réservé un accueil très chaleureux. Et les réfugiés, quant à eux, essaient de s'intégrer au maximum dans la société, de trouver un emploi ici, ce qui, selon eux, n'est pas si difficile. Et maintenant, ils apprennent progressivement l'islandais, car malgré le fait qu'un petit pourcentage de notre planète le parle, les Islandais le traitent avec grand respect. Incidemment, grâce à la langue islandaise et aux sagas islandaises écrites dans cette langue, de nombreuses informations sur les Vikings et le royaume de la Russie de Kiev ont été préservées. En particulier, grâce à cela, les scientifiques ont pu étudier cette période, et c'est peut-être le lien historique le plus important entre l'Islande et l'Ukraine. Merci. Merci pour la 2e fois. Ainsi, mes remerciements numéro 3 vont à l'État islandais qui a volontiers accueilli nos concitoyens fuyant ces alarmes. Remerciement numéro 4 à la nature islandaise qui, en 2 semaines et demie, a facilement brisé tous mes schémas. Et numéro 5, je vous remercie de regarder mes contenus islandais. À en juger par les commentaires qui apparaissaient régulièrement sous les différentes vidéos, certains d'entre vous ont attendu ce contenu assez longtemps et j'espère que vos attentes ont été au moins un peu satisfaites.
Bon, comme d'habitude, à bientôt dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, une voix après les crédits. Et un autre rappel que toutes les opinions sur YouTube, les likes, les commentaires, les partages avec des amis aident toujours ma chaîne. Au revoir.